Bonjour, voici une nouvelle vidéo sur le thème du lien entre trauma et neurodiversité. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait depuis cet été, donc nous sommes au mois de décembre. Ça faisait 4 mois que je n'avais pas fait de vidéo, donc je refais des vidéos et donc celle d'aujourd'hui porte sur ce lien qui me semble très important entre trauma et neurodiversité. Je vous invite à liker cette vidéo, à partager si vous aimez son contenu, c'est ce qui permet de faire vivre cette chaîne Ludosens et de faire d'autres vidéos. Donc je vous remercie d'avance de ce petit coup de pouce. Qu'est-ce que je voulais aborder aujourd'hui? Je voulais parler de quelque chose qui me semble important. Alors pourquoi le terme neurodiversité est si précieux à mes yeux? Ce terme est beaucoup plus et non stigmatisant, beaucoup plus valorisant. Il parle de richesse par essence et il parle donc de quelque chose de positif. Et en France, on a vraiment une approche par diagnostic. La psychiatrie fait énormément de diagnostics. Et il y a une phrase qui est chère à mon cœur, qui est une phrase qui vient de l'écrivain François Cheung, qui est plus que nommé déchiffré. Et effectivement, je trouve que c'est un peu compulsif, je trouve, cette façon de faire des diagnostics, de mettre dans des cases, de mettre dans des boîtes. Donc on a la psychiatrie qui nomme la bipolarité, avec différents types de bipolarité, les troubles anxieux, les troubles de la personnalité borderline, la schizophrénie. On va parler également de tout un tas de diagnostics dès que la personne va manifester un certain nombre de symptômes. Et l'approche aux États-Unis me paraît beaucoup plus intéressante, adaptée. Les chercheurs américains travaillent sur du trouble du syndrome du stress post-traumatique complexe. Et cette approche me paraît beaucoup plus prometteuse parce qu'elle met la lumière sur les violences d'origine qui ont pu occasionner une décompensation. Le fait qu'une personne décompense au point qu'elle soit obligée d'aller en hôpital psychiatrique. Et cela permet de mettre en lumière le fait que la violence peut occasionner des troubles de la santé mentale, peut avoir un impact grave sur la santé mentale, au point qu'une personne décompense. Et ça me paraît important, encore une fois, parce que la violence est banalisée au niveau de la France. Il y a quelque chose que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc que je tiens à réaffirmer dans cette vidéo, c'est qu'en France, on a attendu 2019 pour interdire de manière stricte au niveau de la loi la fessée. L'Assemblée générale l'a adoptée en 2019. C'est dès 1979, donc 40 ans plus tôt, que la Scandinavie, et en l'occurrence la Suède, avait adopté cette même loi. Donc ça montre toujours ces 40 ans d'écart de la France par rapport à d'autres pays sur ces questions d'éducation, d'approche éducative pour accompagner les enfants et également les enfants neuroatypiques. Il y a quand même vraiment une spécificité française en lien avec ce poids de la psychiatrie qui est très fort et encore aujourd'hui et qui met vraiment l'accent sur les symptômes. Donc on va parler de TOC également, de troubles obsessionnels compulsifs, en vraiment ciblant, montrant les TOC. Et donc les personnes se retrouvent enfermées dans leur diagnostic, que ce soit la bipolarité, les troubles anxieux ou autre chose. Dans leur diagnostic, ça peut générer de la honte, ça peut générer de la culpabilité, ça peut générer un sentiment d'enfermement, un sentiment d'impasse, de voie de garage, parce qu'on a un diagnostic, on se demande, on va s'identifier à ces troubles comme étant notre identité, on peut possiblement s'identifier à ces troubles comme étant notre identité première, sans voir comment dépasser cela. Et le fait de pouvoir considérer les violences d'origine qui ont occasionné les symptômes, c'est une approche qui me paraît encore une fois beaucoup plus adaptée, qui permet de comprendre beaucoup mieux le lien entre un trauma et qu'est-ce que ça va générer comme conséquence
sur la santé mentale, donc peut-être des dépressions chroniques qui vont avoir lieu pendant un certain temps, de la bipolarité également. Donc cette approche me paraît très importante. J'avais déjà cité dans une autre vidéo le livre que je recommande chaudement, Peter Levine, Réveiller le tigre, guérir le traumatisme, qui parle notamment de cette approche. Et il y en a d'autres. Il y a des psychiatres, médecins spécialistes du trauma qui sont vraiment extrêmement bons. Il y a également un médecin psychiatre, psychothérapeute, qui pour moi est vraiment extrêmement bon dans son domaine, Michel Chittekate, qui est vraiment spécialiste de la somatic experiencing, qui est donc vraiment en lien avec l'approche psychocorporelle que je plébiscite dans mes vidéos. Et donc, lui, ce qu'il dit, Michel Chittekate, c'est que c'est pas tant le trauma lui-même, le problème, ce qui s'est passé au moment T, c'est les conséquences du traitement du trauma comme un empêchement pour être soi-même. Et donc, toutes les conséquences de ce trauma sur la vie, où on va répéter des schémas qui ne sont pas positifs. Le syndrome post-traumatique complexe parle vraiment notamment du trauma, du développement qui va générer une pétrification, qui va générer une paralysie, un figement corporel, parce qu'on a été exposé à un danger extrêmement menaçant sans avoir la possibilité de s'échapper. Et donc ça, c'est une loi naturelle que les animaux empruntent instinctivement, c'est-à-dire quand il y a une menace de danger de mort sans possibilité de s'échapper, ils vont faire le mort, ils vont s'immobiliser complètement et se figer, et en espérant que cette stratégie va faire en sorte que le prédateur se désintéresse et s'éloigne. Et donc les êtres humains ont le même système, la même façon d'emprunter le chemin de la survie quand ils sont exposés à un danger extrêmement menaçant. Ils vont emprunter ce chemin de la pétrification, du figement, et donc leur système nerveux va pouvoir être fortement imprégné et dérégulé suite à ce trauma grave-là. Donc c'est de ça dont ça parle, le symptôme post-traumatique complexe. Ça parle de cette histoire-là qui fait qu'il y a toute une possibilité d'évacuer le trauma grâce à des exercices en lien avec le système nerveux sympathique et parasympathique. Petit à petit, le trauma, en restant dans sa zone de tolérance, le trauma va pouvoir s'évacuer grâce à des exercices bien précis, petit à petit. Donc je trouve que ça c'est une voie d'espérance vraiment extraordinaire. Nous ne sommes pas condamnés à vie parce que nous avons été gravement traumatisés. Il est possible de s'en sortir et que le corps retrouve une réponse instinctive, biologique, pour sortir du trauma. Donc déjà, ça nous permet de nous émerveiller sur la nature, sur la biologie du corps, comment tout cela est fait, mais également de se donner des façons d'espérer et de se dire que nous ne sommes pas condamnés à errer toute une vie avec un diagnostic et des médicaments. Et c'est pour ça que moi, il y a des très bons psychiatres qui font des choses très bien, avec des thérapies brèves, qui ont un discours très ouvert, qui vont pouvoir aider véritablement leurs patients. Mais il y a aussi des psychiatres qui ont trop tendance à nier les violences d'origine, qui vont uniquement parler des diagnostics et en laissant les patients dans l'impasse. Avec cette espèce de culpabilité, de honte en lien avec cette nouvelle étiquette, mais sans possibilité, à part prendre un traitement médicamenteux, de voir au-delà de cela. Je voudrais finir cette vidéo en parlant du transgénérationnel. Ça peut être une piste intéressante pour des personnes qui auraient été concernées par un diagnostic posé par la psychiatrie. Je pense
que des personnes peuvent manifester des symptômes sans pour autant avoir reçu elles-mêmes les violences, mais manifester les symptômes d'ancêtres des générations précédentes, parce que c'est des conflits psychiques qui n'ont pas été parlés, qui n'ont pas du tout été évacués, qui n'ont pas du tout été vécus émotionnellement par quiconque. Et donc là, il y a une cristallisation qui peut se vivre par la génération qui succède. C'est ce dont parle la psychogénéalogie. Et donc des diagnostics en lien avec la santé mentale, à mon avis, peuvent très bien être posés sur des personnes qui manifestent des symptômes, mais pour autant, c'est pas tant des violences où elles auraient été elles-mêmes concernées directement, mais ça parle davantage de violences par des parents, des grands-parents, et c'est la génération la plus jeune qui les manifeste. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a invité à voir les choses un peu différemment. Ça me semble vraiment très important d'aller au-delà de la pose du diagnostic, une fois qu'on a dit qu'une personne avait des TOC par exemple, de comprendre l'origine de ces symptômes, et plutôt que de focaliser sur les symptômes directement, et donc de pouvoir sortir de la honte. Ça me semble vraiment, vraiment un chemin nécessaire. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a intéressé. Je vous invite encore une fois à liker, à partager le contenu de cette vidéo. C'est très important pour que cette chaîne YouTube puisse vivre et que je puisse continuer de faire des vidéos sur ce sujet si ça vous intéresse. Merci.